Clap, dernière, promis. Hello Yann, merci d'avoir répondu présent. Ensemble, on a 40-45 minutes pour parler normes ERP, C'est ça. sécurité, incendie, lorsqu'on crée un établissement loisir, lorsqu'on fait une extension ou lorsque même on crée un restaurant tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut que je prépare? C'est quoi les dossiers, les commissions, les pompiers, les gendarmes, les ERP 1, 2, 5, 10 000? Exactement. Bah, écoute, rassure-toi, on va pouvoir voir tout ça ensemble et j'espère que ce sera plus clair d'ici quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites chez Accordé? Eh ben, chez Accordé, on est une société un petit peu particulière. Pour revenir à ça, moi, j'étais officier de sapeur-pompier pendant plusieurs années, sapeur-pompier professionnel. Et du coup, voilà, 3 ans, j'ai créé Accordé et on est un cabinet de conseil en sécurité incendie et accessibilité. On est donc basé à Mulhouse, en Alsace. Et on a un petit peu la particularité d'être à la fois un cabinet de conseil et une start-up, parce que du coup, on va accompagner les architectes, les maîtres d'œuvre, les différents chefs d'établissement ou les porteurs de projets, comme par exemple dans le cas des établissements de loisirs, pour réaliser tous leurs dossiers et les accompagner jusqu'à l'obtention de leur autorisation d'ouverture. L'idée, c'est vraiment d'aider à démêler toutes les embûches que vous pouvez rencontrer au quotidien et que vous puissiez vous focuser finalement sur votre business et qu'est-ce qui va faire amener les clients chez vous. Voilà. Et puis, on accompagne également dans la vie des établissements et on a également développé une plateforme digitale. On a également une start-up qui s'appelle Care, qui permettent d'aider finalement au suivi de tous les registres de sécurité incendie et toute la maintenance dans les bâtiments, mais on pourra y revenir plus en détail un petit peu plus tard. Voilà. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, sur la partie normes ERP, vous êtes basé à Mulhouse, mais si par exemple je veux ouvrir un établissement à Bayonne, vous pouvez m'accompagner? Absolument, ouais. Donc nous, on a été quasiment les premiers à le faire et on est encore toujours quasiment les seuls. Nous, on réalise des dossiers de manière dématérialisée, en 100% digital sur toute la France. Donc, grâce à nos équipes et grâce à vous sur le terrain, on va vous accompagner finalement pour l'obtention de votre autorisation d'ouverture en réalisant le dossier de demande d'autorisation de travaux complets. Mais ça, vous saurez dans quelques minutes exactement ce qu'il y a à mettre dedans. Et nous, du coup, l'idée, c'est vraiment de vous faciliter les choses. Ah ben, je suis pressé de savoir ce qu'on doit mettre dedans, ce qu'on doit préparer, comment est-ce que je sais quel type de RP je suis, extracteur, etc. Je t'écoute pour 15-20 minutes de condensé d'informations. Parfait. Donc, pour démarrer cette petite présentation et vous donner du coup quelques tips quand vous vous lancez et puis avoir un petit peu plus de culture ERP, on nous a préparé une petite présentation. Donc, rassurez-vous, ça va être assez rapide, hein, voilà, c'est condensé. Donc, on va voir un petit peu les enjeux qu'il y a dans le secteur, notamment dans la gestion des établissements recevant du public. On va forcément parler de la commission de sécurité et je vais vous parler de l'application CARE, comme promis tout à l'heure. Et puis ensuite, on pourra répondre aux différentes questions, voilà, et également les interrogations qui reviennent le plus souvent. Comme vous le savez, il y a beaucoup de responsabilités qui vont peser sur vos épaules. Et voilà quelques exemples quand même qu'on peut retrouver dans l'actualité. Hein. Ça va être soit des problématiques qui vont être liées à des incendies qui ont eu, ou bien d'autres sur un autre volet, un volet plus financier. Quand on s'y prend mal, on peut voir des ouvertures retardées. Je prends l'exemple, typiquement, dans le Haut-Rhin, on a le cas d'une rénovation lourde d'une résidence de tourisme, hein, pour accueillir un établissement recevant du public, où en fait, il y a eu des problématiques au niveau du dépôt du permis de construire, et du coup, l'ouverture a été retardée de 6 mois. Donc, je vous laisse faire le calcul en termes d'exploitation. Quand vous avez vu votre banquier, et que vous lui avez dit que vous ouvriez le 1er octobre, si vous décalez ça à l'année prochaine, c'est vite très compliqué. Après, voilà, sans revenir en détail sur tous les éléments, hein, vous pourrez les consulter vous directement. Il y a les problématiques liées aux avis défavorables. Hein. Typiquement, j'ai repris un établissement recevant du public qui existait et la commission de sécurité, dans le cadre d'une visite périodique, on verra quand ça a lieu, elle émet un avis défavorable à l'exploitation. Donc là, pareil, gros problème en perspective. Aussi, ce qu'on va également retrouver, c'est les usages qui ne sont pas adaptés. Vous reprenez un établissement, qui est un établissement recevant du public, vous décidez d'en faire un établissement de loisirs et vous n'en avez pas informé ou demandé l'autorisation à la mairie. Et là, c'est pareil, du coup, vous pouvez être victime du coup d'un avis défavorable et sous le coup d'un arrêté de fermeture. Voilà, donc ça, c'est quelques exemples pas très réjouissants, mais c'est quand même pour dire que c'est quand même quelque chose d'assez réglementé qu'il ne faut pas sous-estimer.
Donc, pour le chapitre un petit peu plus théorique, pour que vous compreniez bien l'environnement dans lequel vous évoluez, c'est que la prévention en France, elle est basée essentiellement, ça a été construit un petit peu de manière empirique au fur et à mesure des différentes catastrophes qui ont pu avoir lieu. Aujourd'hui, le règlement qu'on applique, il date de 1980 et bon, il connaît des évolutions régulières, mais assez peu fréquentes malgré tout. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 grands principes dans la prévention. C'est ce qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux toutes les mesures qui peuvent vous être demandées par l'administration. Ça va être déjà limiter les risques d'éclosion. Forcément, si on ne veut pas qu'un feu arrive, on va faire en sorte qu'il ne se produise pas. D'accord? Ça évite de devoir évacuer les gens, etc. Voilà, donc on va vraiment limiter le risque à la source. Ensuite, si toutefois un sinistre produit, dans l'idée, c'est de pouvoir faciliter l'évacuation. Donc ça, c'est quoi? S'il y a un sinistre dans mon établissement, j'actionne l'alarme et les gens doivent pouvoir rapidement évacuer le bâtiment. Là, on pense particulièrement au centre qui aménage des types pour accueillir les enfants, pour faire des jeux dans des cages avec des filets, etc., où on peut retrouver quand même du public au milieu d'un cheminement compliqué. Là, on voit que souvent, il y a des mesures compensatoires qui sont demandées par les commissions de sécurité. Ensuite, limiter la propagation. Forcément, quand vous installez votre établissement dans une coque typiquement ou avec des bâtiments à côté, l'idée, c'est que s'il y a le feu chez vous, on n'aille pas mettre le feu chez le voisin. Et enfin, dernier point, faciliter l'action des secours. Ça va être quoi? C'est quand les pompiers arrivent, qu'est-ce qu'on met comme mesure en place pour leur faciliter le travail? Voilà, ça, c'est vraiment les 4 grands principes de la prévention sur lesquels tout est basé. Évidemment, pour aller un peu plus loin, les établissements, on imagine bien qu'un hôtel n'est pas un établissement de loisirs, n'est pas une maison de retraite. Voilà, donc des établissements différents, risques différents et des mesures de prévention qui peuvent également être différentes. Donc, sans rentrer dans le détail de tous les types, ce n'est pas l'objet, on a souvent un classement qui se fait en catégories et types. D'accord? Donc, la catégorie qui est représentée ici va dépendre de l'effectif du public qui est accueilli. D'accord? Donc, on va partir des catégories de la plus importante, première catégorie, plus de 1500 personnes. Donc là, typiquement, on va retrouver très souvent les centres commerciaux, jusqu'à la 5e catégorie, qui est la catégorie la plus petite, dans laquelle bien souvent on va retrouver les établissements de loisirs. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Et ensuite, le type. Donc là, le type va dépendre de l'activité. Voilà, donc le type est identifié par une lettre, donc JLM, etc. Et donc là, chaque lettre va correspondre à un type. Donc, assez facile, un O pour un hôtel, par exemple. Et vous, donc les établissements de loisirs que vous représentez essentiellement, c'est donc type X. D'accord? Donc type X, établissement sportif, établissement de loisirs. Et donc, ensuite, ce qu'on retrouve également, donc type X, ce qu'on disait, centre de loisirs, mais également, du coup, les restaurations, donc le type N, bien souvent qui est associé avec le type X pour vos cas. Le calcul de l'effectif, je reviens juste dessus. Donc, effectivement, on va en 5e catégorie, pour vous calculer l'effectif, on va pouvoir déclarer l'effectif, bien souvent dans les types X. D'accord? Et en dessous d'un certain seuil d'assujettissement, ce qu'on appelle ce fameux seuil, donc en règle générale, c'est 200 personnes, on va rester en 5e catégorie. L'avantage de la 5e catégorie, on va y revenir, mais c'est qu'au lieu d'appliquer l'ensemble de la réglementation, eh bien, en fait, il y a simplement une partie, comme vous le voyez là, qui concerne uniquement les établissements de 5e catégorie. Voilà. D'accord. Yann, petite question. Comment sont calculés les effectifs? Est-ce que c'est moi qui le décrète ou est-ce que c'est par rapport au mètre carré? Alors, excellente question. Donc ça va dépendre du type. Donc, si on revient, par exemple, les dispositions du type X, elles prévoient qu'il peut y avoir une déclaration du maître d'ouvrage. C'est-à-dire que demain, vous ouvrez un centre de loisirs, on va dire la capacité d'accueil est prévue pour 60 personnes, on va déclarer 60 personnes. Donc là, il y a une déclaration vraiment du maître d'ouvrage. Par contre, si on prend l'exemple du type N, la restauration, là, la réglementation prévoit une personne par mètre carré et on peut descendre jusqu'à une personne pour 2 mètres carrés de surface de restauration. Voilà. D'accord. Ça, quand on dit surface de restauration, on compte la cuisine ou on compte seulement les tables, enfin l'endroit où il y a les tables, les couverts? Effectivement, là, on va compter uniquement la surface où il y a les tables qui accueillent le public pour déjeuner.
Et les toilettes sont comptées? Non, non, pas du tout. Les toilettes, c'est vraiment à part. Vraiment, là, on parle de la surface dédiée à la restauration assise, par exemple, ou debout. Voilà, les calculs sont un petit peu différents, mais si on est sur de la restauration assise, on peut descendre jusqu'à une personne par 2 mètres carrés. Et la terrasse, c'est compté dedans? Alors, excellente question. Le terrasse. Ce sont des questions naïves que je pose. Désolé de t'embêter, Yann. C'est les questions de terrain. Donc, effectivement, quand on a les terrasses, bien souvent, le public, quand on est sur des terrasses extérieures, ce qui va dimensionner si on calcule l'effectif avec ou pas, c'est si le public peut facilement évacuer sur l'extérieur. Voilà, si la terrasse est ouverte sur les 4 côtés, voilà, il n'y a pas de difficulté, on ne va pas cumuler les effectifs. Par contre, si effectivement le seul accès à la terrasse, typiquement on est sur une genre de pergola bioclimatique, le seul accès se fait par l'intérieur de l'établissement, il n'y a que 2 portes qui donnent dans l'établissement, ben là on cumulera les effectifs. Donc là, c'est pour ça que nous, bien souvent, quand on instruit des dossiers, quand on accompagne des porteurs de projets, on vient aussi optimiser toutes ces choses-là pour que ce soit le moins contraignant pour vous en termes de sécurité incendie. D'accord. Mais du coup, toute dernière question sur cette partie-là, si j'ai un établissement loisir, donc de classe X, mais que j'ai également fait une formation HACCP, que j'ai mon permis d'exploitation et que je suis aussi restaurateur, il faut que je déclare que je suis également dans la classe N, et auquel cas, ça veut dire que là, ça impacte le nombre maximum que je peux accueillir dans mon établissement, ou est-ce que je reste en classe X, mais vu que j'ai un petit snacking à côté, je ne le déclare pas? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, le mieux, c'est de le déclarer quand même. Hein. Donc, effectivement, donc, ce qu'on va retenir quand on va faire le classement, donc quand on va choisir le type, un établissement peut avoir plusieurs types. Donc, bien souvent, sur les établissements de loisirs, on va avoir du X et du N. Donc, on dira que l'établissement est, par exemple, de la 5e catégorie des types X et N. Et comment on va faire? Bon, typiquement, dans l'exemple que tu cites avec la restauration, bien souvent, du coup, on va avoir des établissements qui sont, on ne va pas cumuler l'effectif. Eh bien, à ce moment-là, si le public que tu reçois en restauration est uniquement le public qui est accueilli dans le centre de loisirs, typiquement, avant, on nous parlait pour par exemple les trampolines pour les enfants, etc. Si on dit qu'on a une capacité d'accueil de 60 personnes, si la restauration est uniquement dédiée à ces personnes, on ne va pas cumuler les effectifs parce qu'on ne va pas accueillir du public extérieur pour venir déjeuner. Par contre, si tu dis, ben, OK, moi j'ouvre un restaurant en plus de mon centre de loisirs et j'accueille du public spécifique, à ce moment-là, on va devoir cumuler les effectifs et ça aura effectivement une incidence sur le calcul de la catégorie. Ok. Et donc, toute dernière question. J'ouvre un établissement de catégorie X, type loisir. Je suis dans le seuil 5. Donc, ça veut dire que je déclare. Alors, tu disais maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. Bon, ben, moi, je suis le seul dirigeant, donc c'est moi qui le déclare. Ouais. Je le déclare à qui? Je le déclare à la mairie, c'est ça? Non, alors là, du coup, tout ça, cette déclaration, elle va avoir lieu quand on fait le dépôt de la demande d'autorisation de travaux. On va y revenir un peu plus tard. Où, en fait, dans la notice de sécurité, on va venir annexer une déclaration d'effectifs. On va venir dire, bah voilà, OK, moi, j'atteste que je vais accueillir X personnes dans mon établissement. Voilà. D'accord. Mais donc, ça veut dire que si je prends un local, je suis obligé de faire cette déclaration. Je ne peux pas ouvrir mon local si je n'ai pas fait cette déclaration? Non, c'est prendre un local et aménager un établissement recevant du public. Il va falloir obligatoirement faire une demande d'autorisation de travaux. Alors, le formulaire s'appelle autorisation de travaux, mais même quand on ne fait pas de travaux, il faut quand même le réaliser puisque c'est ce qui permet de valider qu'on respecte les règles relatives à la réglementation des établissements recevant du public. Ok. Donc, en fait, que je crée un local, que je loue le local, je suis obligé de faire cette déclaration qui se fait auprès de qui? Alors, à un moment donné, quand on va créer une activité quelque part, il faudra faire la demande d'autorisation de travaux. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir aménager l'établissement recevant du public. Okay, si par exemple, tu es dans le cas où tu reprends un établissement existant, il n'y a pas lieu de faire demande d'autorisation de travaux si tu fais rien et que tu exploites de la même manière. Par contre, si tu viens changer ce que tu faisais, exemple, je sais pas, c'était un restaurant et tu as devient un centre de loisirs, là, il faut faire une demande d'autorisation de travaux, par exemple. Ok. Et si par exemple, l'établissement, le local, c'était un magasin de prêt-à-porter, une pharmacie, en fait, une boulangerie, là, je dois faire une déclaration parce que je passe en catégorie X. Bah, non, c'est le type qui change, c'est-à-dire que dès qu'on va changer l'activité d'un local, il faut faire une demande d'autorisation de travaux. Donc, si j'avais un établissement sportif ou un établissement de loisirs et que j'ai envie, par exemple, je sais pas, d'ouvrir un hôtel, hein, j'exagère,
et ben, du coup, forcément, je vais devoir faire une demande d'autorisation de travaux puisque là, les règles à respecter ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà. Ok. Et en rapide, les différentes lettres, le J, c'est pourquoi? Alors, J, ça va être tout ce qui est établissement pour les personnes d'accueil pour les personnes âgées, donc typiquement les maisons de retraite, les EHPAD. Ensuite, on va avoir le L, ça va être tout ce qui est les salles de spectacle. Le N, c'est les restaurants. M, pour les magasins, d'accord, magasins de vente. O, c'est les hôtels. P, ça va être les établissements de danse, typiquement les discothèques. R, ça va être tout ce qui est lié à la formation, les écoles, les collèges, les centres de formation, etc. Le S, ce sont les bibliothèques. Le T, ça va être tout ce qui est exposition, donc les parcs expos, etc., même les expositions temporaires. Le U, ça va être les hôpitaux. Le V, les établissements de culte, donc églises, mosquées, etc. X, c'est les établissements sportifs couverts, établissements de loisirs. Et les Y, les musées. Donc, pour revenir, pour préciser un peu ce qu'on disait avant, sur on appelle ça en fait, c'est un vrai parcours du combattant pour ouvrir un établissement. Bien souvent, nous, ce qu'on constate, c'est que c'est pris un peu à la légère et les gens s'en rendent compte à la dernière minute. Et vous allez voir que vaut mieux le prendre en compte en avance parce que les délais sont quand même importants. Donc, quand on ouvre ou qu'on modifie un établissement recevant du public, il faut qu'on dépose un formulaire qui s'appelle, c'est une demande d'autorisation de travaux. Donc, c'est un formulaire CERFA 13824 qui est spécifique. Cette procédure, elle va durer 4 à 5 mois. C'est-à-dire qu'à un moment donné que mon dossier est complet, on va voir la composition du dossier juste après. Une fois que mon dossier est complet, que je l'amène à la mairie, eh bien, ce dossier, l'instruction va prendre entre 4 et 5 mois. Comment on découpe ça? Le premier mois, ce qui fait que c'est 4 ou 5 mois, c'est un délai qui est fait pour que l'administration puisse vérifier si le dossier est complet ou pas. Et on a ce premier mois où l'administration peut vous dire, tiens, non, votre dossier n'est pas complet, on vous le renvoie, etc. Et le délai d'instruction ne commence pas. Le délai d'instruction réel de 4 mois va commencer qu'une fois que le dossier est complet. Donc, une fois que le maire, qui lui est le responsable de l'instruction de ces dossiers dans la majeure partie des cas, le dossier est complet, lui va instruire sur la partie urbanisme, d'accord, donc le respect du plan local d'urbanisme, PLU, PLUI, et il va également consulter le service d'incendie et de secours, SIS, et potentiellement la direction départementale des territoires, plus éventuellement d'autres services. Donc les pompiers, eux, vont émettre un avis ou pas sur la sécurité incendie, donc le règlement de sécurité qu'on a vu tout à l'heure. Donc en gros, c'est qu'est-ce qu'on fait s'il y a le feu et surtout qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pas qu'il y ait le feu. La DDT, la direction départementale des territoires, quant à elle, va rendre un avis sur l'accessibilité. Autre gros sujet, c'est-à-dire comment est-ce que tout un chacun fait pour circuler dans l'établissement. C'est également un sujet assez épineux. Et enfin, il peut également consulter d'autres services. Ça va être typiquement quand on est sur des parties un peu historiques, les bâtiments de France, etc. Voilà. Une fois que chacun de ces services a 2 mois pour répondre, une fois qu'eux, ils ont donné leur réponse, l'administration, elle dispose d'encore un peu de temps pour répondre. Au bout de ces 4 mois maximum, l'administration est censée vous faire un retour. Et donc, ce retour, soit il est favorable, à ce moment-là, vous avez un arrêté d'autorisation qui vous permet de faire les travaux et d'exploiter. D'accord ? Donc, je dis bien, c'est seulement à partir de ce moment-là que vous pouvez commencer vos travaux. Ce n'est pas quand je dépose mon dossier que je peux faire les travaux et puis ou que je peux commencer à exploiter. Donc, attention. Ce qui peut également se rajouter, en fonction des travaux qu'on fait, il va falloir joindre d'autres formulaires dont les noms sont peut-être un peu plus évocateurs. Ça va être les déclarations préalables ou les permis de construire. En gros, ces 2 formulaires sont à peu près similaires. Simplement, ce qui va se passer, c'est que la déclaration préalable, c'est un petit peu un permis de construire allégé. D'accord ? La déclaration préalable va être demandée, elle, pour les travaux de faible importance ou, chose importante, quand on change un local de destination. Typiquement, je transforme une habitation en ERP, voilà, DP. Ou c'était un service public, ça devient autre chose. Voilà. Donc là, il y a ce formulaire de déclaration préalable à joindre en plus de l'autorisation de travaux. Et par contre, pour les travaux plus importants, ce ne sera pas une DP, mais un permis de construire. Typiquement, vous voulez construire un bâtiment, vous faites des extensions plus importantes, vous faites des modifications de façade, des structures porteuses, etc. À ce moment-là, permis de construire. Et là, la particularité, c'est qu'il faut que ce soit validé par un architecte. Ok. Donc là, on est sur la partie construction. Et si je reprends un cas typique, c'était un magasin de vêtements. Je reprends ce magasin de vêtements. Ouais. Il était déjà ERP, mais dans la classe des magasins classiques. Si je ne casse rien à l'intérieur, juste l'endroit où on devait se changer dans le magasin, je le transforme en petite pièce d'escape game, je dis n'importe quoi. Mais bon, il n'y a pas de changement structurel dans le magasin.
il n'y a pas de construction dans le magasin, juste je change le parquet à la limite, est-ce que je suis obligé de déposer tout ça ou est-ce que c'est que du déclaratif à partir du moment où je suis en classe 5, donc moins de 300 personnes? Effectivement, donc du coup, là, si on reste par exemple en 5e catégorie, hein, donc moins de 200 personnes, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on avait un magasin type M qui devient type X, on fait des travaux. Donc là, il va falloir faire un dépôt de demande d'autorisation de travaux, d'accord? Avec ce processus d'instruction-là, d'accord? Il y aura en principe pas besoin de faire de formulaire complémentaire, mais cette demande d'autorisation de travaux sera obligatoire. Mais si je fais pas de travaux à l'intérieur, en fait, qu'est-ce que tu appelles la notion de travaux? C'est casser une cloison, changer le parquet ou ajouter un pilier? Alors, effectivement, donc si on est simplement sur, on va dire, de la décoration, en gros, je change les tapisseries, je change le sol, là, en principe, on n'a pas besoin de faire demande d'autorisation de travaux. Par contre, ça exige quand même de respecter le règlement de sécurité, c'est-à-dire que je choisis pas, enfin, je fais attention à ce que j'utilise comme matériaux, etc. Par contre, si je commence à casser des cloisons, par exemple, je veux faire un nouveau volume pour créer mon escape game, et ben là, il faudra faire une demande d'autorisation de travaux. Les deux seuls motifs pour lesquels on n'a pas besoin de faire de demande, c'est j'exploite le magasin dans les mêmes conditions que c'était. C'était un magasin, je garde le magasin, je ne change rien. Ou je refais juste voilà, de la déco très légère sans casser de cloison. Et une cloison, si ce n'était pas un mur porteur? Peu importe. Dès qu'on commence à modifier le cloisonnement intérieur, il faut faire une demande d'autorisation de travaux. Et si, alors, cas extrême, on vient à péter une cloison avant d'avoir fait une demande d'autorisation de travaux? Les choses sont assez bien faites parce que bon, de toute façon, c'est quand même l'exploitant qui est quand même toujours responsable de ce qu'il fait. Donc voilà, on peut toujours faire des choses sans autorisation, mais après on s'expose quand même à plusieurs risques. Déjà, c'est un contrôle de l'administration avec effectivement une mise en demeure et un arrêté de fermeture potentiellement, mais également vis-à-vis de l'exploitation et de sa compagnie d'assurance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assureur, si on exploite un établissement qui n'est pas conforme, qui est sous avis défavorable, il peut effectivement décider, enfin, il peut ne pas avoir envie de vous assurer. Ok, donc cas extrême, admettons, hein, pour ceux qui nous écoutent, vous avez repris un magasin, vous l'avez transformé en escape game, vous avez cassé des cloisons et refait des salles à l'intérieur en 2-2, sans faire toute la déclaration au préalable. Ok, vous, en étant en catégorie 5, c'est de ce que je comprends du déclaratif. Est-ce qu'on s'expose à un risque de fermeture administratif? Absolument, ouais, tout à fait. Donc l'administration, elle pourrait venir contrôler et vous imposer déjà de régulariser, donc de toute façon de déposer un dossier en régularisation. Et ils peuvent vous interdire même d'exploiter jusqu'à ce qu'ils aient rendu effectivement leur avis. Donc c'est bien pour ça qu'en fait l'idée c'est toujours des demandes préalables. C'est un peu comme si vous achetiez un terrain et vous construisiez une maison sans demander l'autorisation. C'est un peu pareil, c'est poussé à l'extrême, mais c'est la même chose. Ouais. Ok. Quel est comment est-ce que tu jauges le risque entre juste une mise en demeure et une demande de régularisation, c'est-à-dire bon on vous laisse 3 mois pour régulariser la situation, et là vous avez vraiment abusé, vous avez transformé le truc en totalement autre chose, vous avez pris vraiment de gros risques, vous fermez administrativement. Comment est-ce que tu le jauges? Bien sûr, je pense qu'il n'y a pas de science exacte, mais de toute façon, le maire, il va se nourrir de l'analyse de risque qui va être faite par la commission de sécurité aussi. Après, de toute façon, en règle générale, pour les cas les moins graves, on va dire que de toute façon, il y a une mise en demeure qui doit être faite par le maire en précisant un délai pendant lequel vous devez vous régulariser. Mais s'il estime que vraiment c'est quelque chose de grave, etc., et qu'il y a un vrai danger, il peut imposer la fermeture aussi. Voilà. Et il peut aussi vous dire de fermer le temps que ça se régularise. Ça, c'est aussi une autre chose. C'est pour ça que si vous êtes un peu short sur les délais et que vous avez rendu compte un peu tard qu'il faut faire une demande d'autorisation de travaux, on peut parfois aussi un peu négocier avec les services urbanisme dans certaines villes, mais il faut montrer patte blanche. Voilà, il ne faut pas venir a posteriori, quoi. Voilà, certains services, mais c'est à leur discrétion, acceptent une fois qu'il y a un dossier correct qui est déposé sur leur bureau. Ils vous laissent exploiter. Mais ça, comme dit, c'est pas la règle. Voilà, c'est vraiment de l'exception. Après, dans les loisirs, j'ai souvent entendu que en classe 5, donc petit ERP, tout petit ERP, dans les loisirs, j'ai souvent entendu que c'était du déclaratif et que du coup,
en vrai, il n'y a pas de grand risque. Alors, je vois ce que tu veux dire. Maintenant, en fait, cette réflexion, elle est nourrie par le fait que les établissements de cinquième catégorie, ça, on y vient après, en fait, hein, ils ne sont pas visités par les commissions de sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visite périodique de commission de sécurité et il n'y a pas de visite de réception. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites votre autorisation de travaux, vous arrivez là, vous avez l'arrêté d'autorisation, vous faites vos travaux, à la fin, vous faites la déclaration d'achèvement de travaux, et puis c'est bon, c'est terminé. Voilà, vous pouvez exploiter. Après, il y a des choses à respecter. Mais disons que la commission de sécurité ne se déplace pas. Donc c'est pour ça que souvent, voilà, il y a beaucoup d'établissements de cinquième catégorie. Les commissions ne les visitent pas, mais ce n'est pas pour autant que l'exploitant ne doit pas respecter la réglementation. Ok. Donc en fait, c'est du déclaratif dans le sens où en cinquième catégorie, il n'y a pas la visite de la commission, mais est-ce que pour autant, la cinquième catégorie n'a pas de contrôle? Alors, elle n'a pas obligatoirement de contrôle, mais le maire. Non, mais de contrôle, pardon, je ne sais pas comment dire, de contrôle. Je vois ce que tu veux dire, de vérification périodique, par exemple, des Exactement. Exactement. Est-ce que tu as un établissement de catégorie 5 dans les loisirs? euh, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent débarquer dans ton établissement pour dire bon ben bonjour, on va vérifier si vous avez pété une cloison, si c'est aux normes, etc. Oui, non. Alors oui, ça peut être fait, hein. Le maire peut décider de faire une visite de la commission de sécurité, hein, il a le droit. Simplement, c'est que sur ces établissements de cinquième catégorie, effectivement, la réglementation ne prévoit pas de visite périodique, c'est-à-dire tous les 3 ou 5 ans, comme dans les établissements des catégories 1 à 4, puisque c'est des établissements de plus faible importance. Donc, par contre, le maire, il peut très bien décider de venir parce qu'il sait que vous n'avez pas fait les choses dans les règles, et ben, il peut très bien provoquer une visite de commission de sécurité dans votre établissement. Et ça, quand c'est comme ça, est-ce que c'est comme les contrôles d'hygiène, les agents débarquent sans prévenir, ou est-ce qu'ils vont le dire? Alors là, il y a deux possibilités. Effectivement, ils peuvent faire une visite qu'on appelle inopinée, hein, c'est-à-dire que là, du coup, ben, ils ne préviennent pas, ils arrivent et puis ils font le contrôle. Ça, c'est une possibilité. Après, quand même, souvent, ce qui se passe, c'est que les établissements sont quand même avertis de la visite de la commission de sécurité. Souvent, les visites inopinées vont avoir lieu dans des cas qui sont un peu plus larges, où il y a des contrôles un peu plus larges qui sont organisés voilà, par rapport à l'URSSAF, aux impôts, etc. Donc là, on a toute une cohorte d'inspecteurs qui viennent en une fois et à ce moment-là, ils font vraiment le contrôle total. Mais là, c'est vraiment pour des établissements qui sont vraiment sous le viseur. Ok. Et toute dernière question, si tu es en catégorie 5 et que tu as fait des travaux sans le déclarer, et notamment parce que ça a changé d'activité, tu reçois une lettre qui te dit il va y avoir un contrôle de la commission. Est-ce que tu as le temps de te mettre aux règles avant que la commission vienne? Est-ce que tu as beaucoup de personnes qui te contactent pour te dire bah, Yann, ils vont venir dans 2 mois, est-ce qu'on peut vite déposer le permis? Bah, bien souvent, nous, on est appelés effectivement parce que les gens sont courts au niveau délai, ou l'urbanisme ou la mairie va leur dire qu'ils ne les autorisaient pas à ouvrir tant que le dossier n'est pas déposé, etc. Donc, nous, il arrive quand même assez fréquemment qu'on intervienne assez en urgence pour faire des dossiers, ce qui permet parfois, dans certains cas, de libérer, de permettre à l'exploitant d'ouvrir. Mais comme dit, ça, c'est vraiment à discrétion du maire de savoir s'il vous autorise à ouvrir ou pas, quoi. Oui, mais là, dans le cadre où l'exploitant a repris le local, il est passé d'un magasin à un escape game, il a fait de nouvelles salles dans le local, il n'a rien déclaré, il reçoit une lettre qui dit on va venir dans 3 mois faire une visite pour voir si vous êtes aux règles. Est-ce que dans ces 3 mois-là, il peut à toute vitesse déposer un dossier et se mettre aux règles? Ouais, alors en règle générale, c'est jamais des délais comme ça qui sont annoncés, hein. C'est moindre. C'est-à-dire qu'on va vous dire 15 jours avant, OK, on va venir dans 15 jours visiter votre établissement, hein. Ce n'est pas 3 mois avant parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt sinon. Voilà. Okay. Bon, après, en règle générale, il y a aussi des démarches parfois un peu plus amiables qui sont faites avant, c'est-à-dire la mairie informe les gens qu'ils doivent déposer un dossier. Voilà, ça peut aussi être comme ça. Il n'y a pas vraiment de règles de ce côté-là. D'accord. Okay. Donc, si on continue un petit peu, donc on disait donc constitution du dossier rapidement. Donc, un dossier d'autorisation de travaux, c'est le fameux formulaire CERFA 13824. Une notice de sécurité incendie, donc ça, c'est une notice qui va décrire tout ce qu'on met en œuvre pour pas qu'un feu se déclare et surtout comment est-ce qu'on prévoit de respecter le règlement de sécurité.
La notice d'accessibilité, quant à elle, ce que je disais tout à l'heure, c'est comment les personnes à mobilité réduite vont pouvoir accéder finalement à l'ensemble des prestations. Un jeu de plan complet, plan de situation, plan de masse, les niveaux, etc., aux besoins, les façades, les coupes et tout ce qu'il faut pour que les instructeurs puissent vraiment comprendre ce qu'on réalise. Et enfin, également, les demandes de dérogation, s'il y en a dans les établissements existants, parce que parfois, quand on est dans le bâti existant, c'est un peu compliqué de respecter une réglementation contemporaine, entre guillemets. Donc, on peut parfois faire des demandes de dérogation à la réglementation. Mais qui dit dérogation, dit demande de compensation, dit compensation. Donc, avant, on l'a rapidement évoqué quand j'ai répondu à ta question, mais je n'y ai pas tout à fait répondu. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement? Quelles sont les vérifications périodiques à faire? Petite erreur, on n'est pas sur des établissements avec, pour le coup, avec le co-sommeil. Donc, en fait, vos installations techniques, elles vont devoir être vérifiées chaque année, enfin périodiquement, par des techniciens compétents. C'est-à-dire, un technicien compétent, c'est quelqu'un, vous avez estimé qu'il y avait les capacités de faire, par exemple, une vérification sur le périmètre de l'électricité. Voilà. Donc, le règlement marque qu'il faut faire des vérifications périodiques. Il ne marque pas un an, mais pour autant, ça reste quand même des standards qui sont plutôt à respecter. Ça, on pourra envoyer effectivement, vous mettre à disposition ce type de tableau. Et donc, comment on s'assure du respect de ces mesures? Donc, il y a dans chaque établissement un document obligatoire qui s'appelle le registre de sécurité. Le registre de sécurité, traditionnellement, c'est un document rouge en papier. Pour ceux qui ont déjà exploité ou qui exploitent depuis un certain temps leur établissement, bien souvent, c'est un tout petit peu le fouillis. Et on s'en inquiète pour ceux qui sont soumis à visite de commission de sécurité quelques jours avant que la commission arrive. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? La liste du personnel qui est formé, la date de vérification des installations techniques, donc l'extincteur, l'électricité, etc. Les consignes en cas d'incendie, les avis de la commission de sécurité, la liste des travaux, etc. Donc nous, pour remédier à ça, du coup, en passage, nous, on a développé une plateforme qui s'appelle CARE, qui permet de dématérialiser ce registre de sécurité incendie. Vous y avez accès directement en ligne. Vos prestataires, ils flashent un petit QR code chez vous quand il s'agit de venir faire une vérification. Et il y a tout qui s'implémente automatiquement en ligne. Vous avez automatiquement les rappels, etc. Et vous pouvez le retrouver à tout moment sur votre espace. Et en plus, ce qu'on fait, et ça c'est la petite particularité de chez Accordé, nous avant tout on est des experts, et donc quand nos clients qui sont sur la plateforme CARE, ils ont à disposition un expert Accordé, donc un préventionniste souvent de sapeurs-pompiers, enfin un ancien préventionniste pardon de sapeurs-pompiers ou un expert en sécurité incendie qui leur est dédié, qui est là pour répondre à leurs questions ou à leurs problématiques s'ils en ont. Et donc la commission de sécurité, la fameuse, donc la commission de sécurité, on en a parlé tout à l'heure, va se déplacer quand? Elle va se déplacer à 3 occasions lors des visites périodiques. Donc ça, c'est dans la vie normale d'un établissement. Établissement des catégories 1 à 4. Donc les 5e catégories ne sont pas concernées. Et deuxième cas, ça va être dans le cas des visites de réception. Donc ça, c'est toujours pareil pour les établissements des catégories 1 à 4, donc pas les 5e catégories, où là, la commission, une fois qu'on veut ouvrir, elle va venir vérifier ce qu'on a fait, faire des contrôles pour dire « Ok, c'est bon, c'est conforme, vous pouvez ouvrir ». Et dernier cas, on en a parlé tout à l'heure aussi, les fameuses visites de contrôle ou visites inopinées, où là, finalement, la commission vient là pour contrôler un peu en fonction des demandes du maire ou de ce qu'ils pensent et des sensibilités qu'ils ont. Et donc, la commission de sécurité, elle comprend qui? Le maire, voilà, toujours. Le DDSIS, donc c'est le directeur départemental du service d'incendie et de secours, donc c'est le chef des pompiers, ou son représentant, donc c'est jamais le chef des pompiers qui vient, c'est toujours son représentant, un officier préventionniste, bien souvent. Et c'est également la préfecture qui peut se déplacer. En fonction des établissements, les compositions changent un petit peu, ou en fonction des endroits, voilà, mais grosso modo, retenez qu'il y a toujours ces 3 personnes. Et donc l'avis rendu est conclusif, donc c'est favorable ou défavorable. On ne dit pas entre les deux, c'est soit c'est OK, soit c'est pas OK. Voilà. Et donc, pour la commission de sécurité, comment préparer sa visite, ça c'est aussi important. Déjà de base, ne pas laisser traîner. Surtout, je disais avant, rester proactif dans la gestion de son établissement, ça veut dire quoi? Veiller à la périodicité des visites réglementaires, lever les anomalies au fil de l'eau. Quand votre technicien vient vérifier l'électricité, qui vous dit il y a telle et telle prise arrachée, etc., OK, il vous l'a signalé, mais ensuite il faut réparer. Et tenir à jour le registre de sécurité.
Donc là, je le redis, effectivement, traditionnellement en papier, mais après, vous pouvez aller sur une version dématérialisée comme celle qu'on propose qui vraiment permet de vous faciliter la vie sur la gestion de votre établissement. Élément important, embarquez vos équipes dans la gestion de la sécurité incendie. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous, en tant qu'exploitant, bien souvent, c'est votre actif. Donc, pensez toujours à le garder à un haut niveau de sécurité. Et enfin, centraliser l'ensemble des documents, c'est-à-dire tenir un dossier complet sur l'établissement, donc le registre à conserver sans limite, voilà, et l'ensemble des rapports de vérification, on en a parlé tout à l'heure, électricité, extincteur, etc. Et vous pouvez, comme je le disais, se faire accompagner. Donc nous, c'est des prestations qu'on propose sur les établissements un peu plus importants et également passer sur la solution dématérialisée. Donc voilà, grosso modo, sur le petit topo sur la partie ERP. Merci beaucoup, Yann. Déjà, y a-t-il une différence entre indoor et outdoor? Je pense par exemple à des bubble foot à l'extérieur dans des champs. Je pense à du fun archerie, du tir à l'arc, mais également en indoor, des escape games ou des laser games. Oui. Alors, ok, je vois tout à fait. Donc, effectivement, c'est bien de séparer la partie intérieure-extérieure. Ce qui est à l'extérieur, alors tout de suite, un camping n'est pas un ERP. Ok, très clair. Merci pour l'élément. Donc, en indoor, en intérieur, loisirs, restauration, en catégorie 5, je reprends un établissement qui était déjà catégorie 5, loisirs et restaurant ou que loisirs. Je ne fais rien à l'intérieur à part de la déco. J'ai pas besoin de faire de déclaration. Juste, comment est-ce que je m'assure que la personne avait quand même bien fait son travail et avait fait cette déclaration? Est-ce que je vais en mairie? Je vais à la préfecture? Ouais, bonne question. Alors là, effectivement, nous, c'est ce qu'on conseille toujours. Là, c'est quand vous reprenez un établissement, il faut vous assurer de son niveau de sécurité. Vous devenez l'exploitant, c'est vous qui êtes responsable. Donc là, ce qu'il faut déjà faire, c'est demander à la personne à laquelle vous reprenez l'établissement, si on part dans l'exemple, vous l'achetez, l'autorisation, l'arrêté d'autorisation de travaux, quand il a fait la fameuse demande d'autorisation de travaux, est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il a déclaré son ERP? Première chose. Déjà, une fois qu'il a fait ça, est-ce que le bâtiment qu'il vous vend correspond à ce que lui-même a décrit dans cette notice de sécurité, dans ses plans à la commission de sécurité? Si tout ça c'est fait et que ça colle et que c'est favorable, là déjà, on peut être rassuré. Par contre, ce qui est important de faire, et ça on le voit quand même maintenant de plus souvent avec les notaires notamment, c'est de faire mettre des clauses suspensives sur les ventes à l'obtention de l'autorisation d'ouverture. Parce qu'on voit encore énormément de gens qui achètent des établissements, soi-disant ERP, mais en fait, finalement, ils ne le sont pas, ou il y a des choses qui coincent au niveau de l'accessibilité ou de l'hygiène, etc. Et du coup, ça engendre des frais qui sont assez conséquents. Donc aujourd'hui, ça, c'est un vrai levier. Je parlais avant de la gestion de vos actifs, c'est un vrai levier, que ce soit du côté vente ou du côté achat, dans le bon ou le mauvais sens. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on sait que c'est un vrai levier. Et par extension, forcément, ça c'est bien de s'assurer que le dossier a été déposé, que c'est ERP, mais surtout que le bâtiment, que l'exploitation, toutes les vérifications ont été faites. Est-ce que l'installation électrique a été vérifiée? Est-ce que les extincteurs, tout ça c'est OK? Est-ce qu'il y a un registre de sécurité incendie? S'il n'y a pas tout ça, il faut pousser les investigations un petit peu plus loin et vraiment être vigilant. Est-ce que les délais varient selon les villes? Si je suis à Paris, si je suis à Lyon ou si je suis à Bergerac, est-ce qu'il y a une différence? Ça peut arriver qu'il y ait des différences. Forcément, les services, ils ont Alors, le délai maximum, une fois que le dossier est complet, c'est 4 mois. Ça, c'est valable partout. Voilà, donc ça, c'est obligatoire. C'est un délai réglementaire. Par contre, effectivement, il y a des communes qui traitent beaucoup plus vite que d'autres. Là, il n'y a pas de règle. Voilà, mais bon, ce qu'il faut quand même s'attendre, moi, j'ai envie de dire, prenez en compte toujours le pire des cas, 4 mois, et puis voilà, parfois on peut avoir des bonnes surprises, mais bon, c'est quand même souvent plus long que ce qu'on prévoit, d'accord? Quand on se dit, ah oui, on va l'avoir dans 2 mois, oui, mais bon, parfois c'est un peu plus compliqué. Ok. Si c'était un magasin avant, que je le transforme en escape game, est-ce que l'établissement garde quand même la catégorie du magasin ou automatiquement il perd toute ancienne catégorie à partir du moment où j'ai fait un dépôt pour la catégorie X?
Non, tu peux très bien avoir ton magasin, tu dis, bah, tiens, j'envisage de faire un escape game, par exemple, déposer un dossier de demande d'autorisation de travaux, mais si les travaux ne sont pas faits et que ça reste un magasin, bah, ça restera un magasin, hein, voilà, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Euh, Par contre, effectivement, ce qui est sûr, c'est que si tu changes l'activité, tu dois déposer un dossier, ça c'est clair. Et à partir de quand on doit déclarer la catégorie restauration, la catégorie N? Est-ce que c'est parce que j'ai fait la formation HACCP, etc., et que du coup je suis devenu restaurateur? Ou bien est-ce que c'est le fait d'avoir des tables pour manger? Parce qu'en fait, on a interviewé des experts de la restauration, formation HACCP, formation hygiène alimentaire, pour Oui. devenir restaurateur. Et ça a quand même une dénomination juridique d'être restaurateur. Est-ce que c'est la même quand on parle de RP? Euh, En fait, nous, la seule différence, ce qu'on va faire, c'est dès qu'il va y avoir de la surface de restauration, et ben à ce moment-là, on va déclarer une type N, hein, en plus. Maintenant, la différence, c'est est-ce que j'ai une cuisine ou j'ai pas de cuisine, mais ça, après, c'est des contraintes techniques. Mais à partir du moment où il y a des gens qui peuvent manger à des tables, et ben, on va mettre le type N, quoi. Ok, très clair. Est-ce que le fait qu'il y ait un type N en catégorie 5 fait que le passage de la commission est obligatoire ou ça reste fait, enfin, ça reste du déclaratif? Ça changerait en fait. Hein. Ce qui va définir si la commission elle passe, ça va être vraiment le changement de catégorie, c'est-à-dire on va passer de cinquième à quatrième. Mais Très clair. sinon, tant qu'on reste dans l'enveloppe de la cinquième catégorie, sauf si on l'a pas, je ne l'ai pas dit, mais parce que ce n'est pas le but, si on est un local à sommeil, typiquement, vous êtes un hôtel en cinquième catégorie, forcément, il y a de la visite, mais voilà, ça reste un cas à part. Mais sinon, en cinquième catégorie, il n'y a pas de visite. Hein. Ok. Et cinquième catégorie, on est d'accord que c'est moins de 300 personnes en simultané dans mon établissement. C'est moins de 200. Ouais. Pardon. Moins de 200. Ouais. Ok. Euh, Toute dernière question sur la catégorie 5, loisirs et restauration, je le reprécise. Euh, Quelles sont les choses avec lesquelles il ne faut pas rigoler et qui, en cas de contrôle inopiné, mènera automatiquement à une fermeture administrative? Je donne des exemples. Je ne sais pas, est-ce que c'est si j'ai aucun extincteur, si j'ai aucune alarme, si vraiment je n'ai pas ces éléments-là, alors là, ça sera une fermeture administrative sans blague. Enfin, il Oui, ne va bah, pas rigoler. clairement, hein, l'absence, s'il constate un danger qui est réel, grave et imminent, ben voilà. Et après, par exemple, ben, typiquement, hein, ce qu'on constate souvent, c'est OK, j'ai une alarme incendie, mais j'ai jamais changé les piles, j'ai jamais fait entretenir. Quand on appuie dessus, ça marche pas. Donc l'alarme non fonctionnelle, pas d'extincteur. Voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qui provoquent un arrêté de fermeture. Hein, ça c'est sûr. Euh, Là, par exemple, il y a une salle VR qui a construit une partie restauration et il me disait que sa commission avait refusé son ouverture et que c'était repoussé pour des sujets, je crois, d'évacuation. Enfin, est-ce qu'il y a des enjeux très très précis et sur lesquels ils ne rigolent pas quand il s'agit de restauration et notamment de cuisine? Alors déjà, il faut savoir que si effectivement là, cette personne avait une visite de commission de sécurité pour l'installation d'une cuisine, c'est que c'était un établissement de quatrième catégorie, pas de cinquième. Euh, on peut installer une cuisine même en cinquième catégorie sans que ça provoque de visite de commission de sécurité. Maintenant, sur la partie des cuisines, effectivement, il faut distinguer deux choses. Ce qui va permettre de qualifier une cuisine, hein, ça va être la puissance des appareils dans la cuisine. Donc typiquement, on a un seuil de 20 kW. Si la puissance totale des appareils de cuisson que vous avez dépasse 20 kW, on va être dans ce qu'on appelle une grande cuisine. En dessous de cette puissance, on va considérer que c'est une cuisine qui est un local à risque courant, c'est-à-dire une cuisine comme vous avez chez vous à la maison, pas de problème. Par contre, effectivement, dès qu'on va dépasser ces 20 kW, eh bien, il va falloir respecter un certain nombre de choses. On va dire que les deux principales, ça va être quoi? La première, ça va être de créer un local à risque moyen. Donc, c'est un local qui a une enveloppe coupe-feu de degré 1 heure, d'accord, avec une porte, avec un degré de résistance au feu spécifique aussi, et avec un ferme-porte. Et aussi, tu parlais de l'évacuation, donc il va falloir un système de ventilation, d'accord, qui va permettre d'évacuer tout ce qui est les graisses, les buées, etc., quand on fait la cuisson. Voilà. Ça, c'est un peu sur la partie des grandes cuisines. Et après, petite particularité encore sur les cuisines, grandes cuisines, elles peuvent être ouvertes ou fermées. Là, je parlais d'un cas d'une cuisine fermée. Hein. En gros, on fait une cuisine dans un local qui est fermé.
Et on peut avoir une cuisine ouverte, typiquement dans les fast-food. Quand vous êtes au comptoir, vous voyez les cuisines, les friteuses, etc. C'est ce qui s'appelle une cuisine ouverte. Et donc là, la particularité, c'est que les fameuses évacuations dont on parlait tout à l'heure doivent être capables d'évacuer les fumées d'incendie également. Voilà, ça c'est vraiment dans les grandes lignes. Ok. Du coup, en fait, là, je crois que je viens de réaliser quelque chose. Admettons, j'ai un centre de paddle immense. Mais sur un cours de paddle, on joue à 4. Si en simultané, j'ai 16 joueurs, mais beaucoup de superficie, je suis en réalité en catégorie 5. C'est ça. Typiquement, le paddle, c'est un très bon exemple. On en fait pas mal des paddles. On a des surfaces qui sont importantes avec des 8, 10, 12 terrains, même plus. Donc Oui. forcément, quand même, avec 12 terrains, on va avoir 48 joueurs, plus les 48 qui attendent, on va dire. Donc on va être avec 600 personnes, une centaine de personnes, alors qu'on a des bâtiments qui font plusieurs milliers de mètres carrés. Donc ça, c'est tout l'intérêt du TIPX, où je le disais, où vraiment les effectifs, on va pouvoir les déclarer. Typiquement, vous prenez un bâtiment de 3000 m², vous faites une salle de spectacle, ça fait 3000 personnes. Alors que là, on va en déclarer 100. Combien ça coûte en moyenne la partie mairie, commission, enfin dossier? Est-ce que ça a un coût? Combien ça coûte de se faire accompagner par une entreprise comme Accordé? Ça dépend de la taille des projets, mais en ordre d'idée, selon peut-être les catégories. Et combien ça coûte aussi l'infrastructure, extincteur, etc. Qu'est-ce que je dois envisager? Voilà. Les trois, en termes financiers, accompagnement, dossier et infra. Ok. Alors, sur la partie accompagnement, le travail d'études, nous, en général, on a des offres qu'on réalise sur Internet pour les établissements de 5e catégorie. Forcément, ça va dépendre de la taille. On va être allé entre 990 et 2000 euros hors taxe pour vraiment les plus gros établissements de 5e catégorie. Après, tout dépend de la complexité du dossier, mais en moyenne, c'est à peu près ça. Et après, sur les coûts d'exploitation, c'est assez difficile à dire parce que forcément, plus l'établissement est grand, plus il y a de l'équipement. Voilà. Mais sinon, le passage du dossier en mairie, lui, il est gratuit. C'est l'administration, donc là, il n'y a rien à payer pour le coup. Ok. Et toute dernière question, Yann, je veux construire ou reprendre un établissement loisir avec de la restauration sur chaque catégorie de 1 à 5. Quels sont, pour chaque catégorie, les conseils que tu aurais à me donner et sur lesquels, en fait, pour chaque catégorie, il ne faut vraiment pas rigoler en commençant de la catégorie 5. Du coup, uniquement sur la partie cuisson, restauration? Non, c'est loisir et restauration. Moi, je dirais le conseil principal, c'est vraiment de s'intéresser à toutes ces questions dès l'étude de faisabilité, dès que vous commencez votre business plan, etc. Vraiment le prendre en compte. Ça, c'est très important parce que derrière, ça peut être impactant en termes de délai d'ouverture et aussi surtout en termes financiers. Parce que, attention, faire d'électricité dans un ERP, c'est pas comme remplacer 3 prises à la maison. Attention, il y a quand même des cahiers des charges très spécifiques. Et ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est d'essayer de se faire accompagner au mieux, que ce soit avec vos conseils d'architecte maître d'œuvre ou des cabinets d'études spécialisés, du coup, comme Accordé par exemple. Et du coup, ça vous permet d'éviter on va dire, de déminer un peu le terrain. Et surtout, très en avance de phase, quand vous essayez de choisir un local, ça permet, nous, on accompagne nos clients là-dedans vraiment pour identifier ce qu'il va y avoir comme problématique constructive, etc. Parce qu'on a beaucoup parlé de sécurité incendie, mais il y a l'accessibilité qui est un enjeu énorme aussi et qui est souvent aussi très, très coûteux. Ok. Et si on prend les classes de la 5e à la première, qu'est-ce qui fait la grande différence? Je dis n'importe quoi, peut-être qu'en 5e, c'est c'est que du déclaratif. Et donc, il faut faire attention aux extincteurs et aux alarmes. Mais en 4, attention, là, il faut, je dis n'importe quoi, des peintures coupe-feu. Et en fait, en 3, alors là, pour le coup, il faut un système avec un ascenseur. Et en 2, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais est-ce que toi, tu vois des grands éléments? Les grands éléments, voilà, ce qui va changer, de toute façon, ce qui va définir votre catégorie, ça va être l'effectif que vous accueillez, quel que soit le mode de calcul. Et après, forcément, plus on accueille de monde, plus les mesures réglementaires sont importantes.
Typiquement, le degré de résistance au feu des cloisons, les matériaux d'aménagement, les équipements de sécurité incendie. Donc, vous avez peut-être entendu parler des SSI, les systèmes de sécurité incendie, voilà, tout ce genre de choses. Mais bon, voilà, c'est la réglementation est assez épaisse quand même. À résumer en 2 mots, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il faut retenir que de toute façon, plus on accueille de monde, plus le bâtiment est haut et plus on accueille de monde, et plus c'est restrictif. Ok. Toute dernière question. La première, c'est fini. Est-ce que c'est vrai que je ne peux pas ouvrir un établissement si je n'ai pas de toilettes disponibles au public? Alors, c'est pas vrai. Effectivement, ça dépend le type d'établissement. Donc, en principe, si le public, on a un établissement, voilà, dans le cas des centres de loisirs, ça va être très compliqué de justifier qu'on ne peut pas avoir de toilettes disponibles pour le public. Par contre, quelqu'un qui vient dans un petit magasin de 5e catégorie, voilà, qui passe 5 minutes dans le magasin, non, il n'y a pas obligation d'avoir des toilettes accessibles au public. Mais typiquement, un centre de loisirs, on ne pourra pas passer à côté. Il faudra des sanitaires et PMR, donc qui respectent les normes PMR. Ok. Et toute dernière question, là, c'est vraiment plutôt pour les Parisiens. À Paris, il y a vraiment cette spécificité d'avoir des espaces en sous-sol ou à l'étage. Ouais. Quel est l'enjeu cette fois-ci plus PMR et quoique sécurité aussi, rampe, escalier, taille des portes, etc. Alors, si les toilettes sont à l'étage, parce que des fois on voit des bars et des restos où les toilettes sont à l'étage ou au sous-sol. Ouais. Alors, évidemment, quand on dit qu'il faut qu'il y ait des toilettes accessibles, il faut que l'établissement lui-même soit accessible aux personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire que si il s'avère que l'établissement a fait l'objet d'une dérogation qui a été validée, où on a dit, OK, les PMR, ils ne peuvent pas venir, à ce moment-là, effectivement, on n'est pas redevable de mettre un sanitaire PMR. D'accord. Maintenant, les enjeux des établissements, effectivement, en étage ou en sous-sol, ils portent à la fois sur la sécurité incendie, puisque forcément, quand on est en sous-sol, c'est beaucoup plus compliqué et encore plus compliqué que quand on est en étage. Et évidemment, il y a la problématique d'accessibilité, puisqu'on va parler d'ascenseur. Donc, forcément, s'il n'y en a pas, il va falloir en créer, ou si on ne peut pas en faire, il va falloir motiver très sérieusement pourquoi on ne peut pas en faire. Donc, voilà, ça, c'est toutes des sources, effectivement, de dérogation, où là, on accompagne aussi de nombreux clients là-dessus, sur optimiser les choses, pour limiter un peu les coûts là-dessus. Mais bon, en même temps, aujourd'hui, quand on veut être attractif et ouvrir un établissement, il faut qu'il soit le plus accessible possible. Voilà. Aujourd'hui, c'est plus une question d'accessibilité. Il faut ça. C'est une obligation. Ok. Eh bien, Yann, pour le mot de la fin, quels sont les conseils que tu donnerais à un créateur, repreneur, expanseur d'activités loisirs ou dans la restauration? Moi, le conseil que je donnerais, c'est avant de se lancer, de prendre un local, c'est vérifier que le local est bien capable d'accueillir l'activité qu'on souhaite avoir. Souvent, on voit effectivement des super concepts. Les gens vont un petit peu en avance de phase, prendre des engagements sur des locaux et après, ils sont coincés. Et ça pose des gros problèmes techniques et financiers. Donc, je dirais vraiment, le mot-clé, c'est l'anticipation. Merci Yann, merci beaucoup. Vraiment. Avec Clap de fin.